donc Bronislaw Geremek, et Bernard Guetta, qui était, avant d'être correspondant à Washington puis à Moscou, qui était correspondant en Europe centrale, puis à partir d'août 80, je pense, à Varsovie même, et qui faisait le voyage entre Varsovie et Gdansk. Et j'aurais voulu que vous nous disiez un peu comment vous avez pu travailler, entre guillemets, avec Bronislaw Geremek, qui, comme on le sait, venait de s'engager dans ce mouvement de solidarité. Est-ce qu'il a été un informateur de premier plan? Comment ça se passait? Est-ce que vous pouviez vous voir? Oh oui, écoutez, je crois qu'on peut le révéler maintenant, si tant est que ce soit un secret. Il est évident que Bronek, puisqu'après tout je l'appelle Bronek, autant le faire ainsi au micro, a été un informateur, si j'ose dire, un informateur privilégié. À certains moments, on m'a même reproché de trop prendre mes informations auprès. Je ne parle même pas des autorités, qui évidemment dénonçaient cette hérésie et ce scandale permanent, mais des autres courants ou autres personnalités de solidarité qui étaient, je crois qu'on peut le dire, Bronek, un peu jalouses d'une relation légèrement privilégiée, dans la mesure où il est évident que le compte-rendu au jour le jour qui était fait dans le monde façonner, ou en tout cas contribuer beaucoup à façonner l'image de solidarité, l'image de ce mouvement à l'étranger. Et beaucoup dont des autres dirigeants de solidarité m'ont dit, je ne sais pas si je vous l'avais déjà révélé, enfin, m'ont dit à l'époque, enfin, ça suffit, quoi, viens nous voir, nous aussi. Mais vous savez, premièrement, l'historien, pas de l'instant, le vrai, je veux dire, Bronislaw Geremek, savait véritablement beaucoup de choses sur ce qui se passait à l'époque. Il savait beaucoup de choses sur ce qui se passait, évidemment, au sein de la direction de solidarité. Il savait aussi beaucoup de choses, pas tout, mais vraiment beaucoup de choses, sur ce qui se passait à l'intérieur de la direction du parti, parce qu'il était, par moments, chargé par Wałęsa de certains contacts avec les autorités en place. Il fallait bien discuter. Et donc, il y avait un écho qui était extraordinairement riche. Et puis, je crois qu'aussi, tout simplement, on se comprenait très bien. Et dans la relation entre un journaliste et l'informateur, il faut avoir la confiance entre les deux hommes. Vous pouvez me dire des choses 15 jours à l'avance, je crois parfois, que j'ai jamais trahi le secret. Et puis, il faut avoir la confiance de la part du journaliste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était, pour ma part, plus qu'entière et plus que totale. Tout d'abord, il est difficile de raconter l'atmosphère du chantier naval Gdansk. Chantier naval en guerre, qui pouvait d'un jour à l'autre se transformer en une vraie guerre, une guerre civile. Et dans ce chantier naval, beaucoup de journalistes. En fait, la grève au chantier naval avait son importance tout d'abord parce qu'elle avait une couverture qu'aucun autre événement de ce genre n'avait pas. Et puis, cette foule de journalistes devant les salles où se réunissaient les comités de la grève, où il y avait des rencontres entre les représentants du comité de la grève et les représentants des autorités, c'était, je ne sais pas comment le dire un peu, c'était la liberté. Tout d'un coup, la liberté retrouvée, bien que la Pologne avait plus de liberté que plusieurs autres pays et plus de liberté que l'Union soviétique. Mais quand même, cette présence immédiate à l'intérieur du chantier naval de la presse occidentale avait une importance énorme. Mais je ne cacherai pas que pour moi, ce rapport avec la presse était un moyen d'action aussi. Ainsi, il y avait certaines choses qui entraient dans le plan de notre action. Si on voulait que la grève réussisse, il fallait que l'Europe la comprenne bien. Et il fallait donc qu'on sent une sorte de solidarité avec ce mouvement qui devait ensuite prendre le nom de solidarité. Mais dès le début, solidarité, c'était le mot-clé au chantier naval.
13 décembre 1981 était d'une certaine façon inattendu. Et puis, c'était dans la logique des choses. On peut dire que dès les débuts, nous avons pensé que le scénario logique, c'est cette fin-là. Mais nous avons tout fait, nous avons travaillé contre la réalisation de ce scénario qui semblait tellement logique. Et puis, quand le moment est arrivé, on a été prévenu. Le 13 décembre, il y avait la réunion du comité national de Solidarność, et tout d'un coup, à 6 heures de l'après-midi, il y avait des informations qu'il y a des mouvements de la police et de l'armée suspects. Ensuite, on nous a coupé les téléphones, ensuite tous les téléx. Et puis, on nous dit que les journalistes étrangers n'ont plus de contact avec les rédactions. Et alors Valéza a dit, vous voyez, nous discutons sur des problèmes secondaires, comme est-ce qu'il faut former tout de suite un gouvernement provisoire ou non. Alors, vous voyez le drame, c'est qu'au moment où tout était mis, où toute la machine de l'État communiste était mise en marche déjà, dans ce syndicat Solidarność, l'irrationnel semblait prendre le haut. Alors, le 13 décembre était inévitable? Je ne le crois pas. Je crois qu'en travaillant contre ce qui semblait inévitable, nous avons eu une chance. Et cette chance n'était pas tuée par Solidarność. C'est pas Solidarność qui l'a anéanti, mais par la décision du général Jaruzelski. Je crois que la façon dont le général Jaruzelski a réalisé le coup d'État, c'est autre chose. Mais la décision, la prise des décisions, c'est une responsabilité historique. C'est un homme qui avait intégré la lâcheté nationale. C'est un homme qui était l'incarnation de ce que nous appelons en France le pétainisme. C'est-à-dire, dans la mesure où de l'autre côté, ils sont plus forts, il n'y a pas moyen de résister. Et puis il y a un autre courant dans l'histoire qui s'appelle le gaullisme, qui dit bah oui, c'est vrai, ils sont plus forts, mais on commence. Il y a la puissance du verbe, il y a la puissance de la mobilisation, il y a la puissance de la dénonciation. Il y a, bref, vous savez, un mot fondamental en histoire et surtout en politique, le volontarisme. Et pour ma part, si j'ai tellement aimé Solidarité, Gorbatchev après, si j'ai tellement aimé Solidarité, c'est parce que c'était un mouvement à la fois volontariste et intelligent. Mais alors, au jour du triomphe de cette lâcheté nationale, vous, Bernard Guetta, vous vous précipitez dans la vieille ville de Varsovie, à 2 pas du... Non, c'était à Gdansk. On était tous à Gdansk. C'était à Gdansk. C'est la réunion de la commission nationale de Gdansk. Nous quittons le chantier naval vers minuit. Et puis moi, par hasard, puisque j'étais, avant de venir à la réunion de la commission nationale, j'étais dans une ville sur la côte baltique, j'étais dans un autre hôtel que tous les autres. Alors, tous les autres, toute la commission nationale était dans le grand hôtel à Sopot, dans la ville d'eau. Et tandis que moi, j'étais au centre de Gdansk, dans le grand hôtel de Gdansk, j'étais avec 2 autres amis de Solidarność, et vers minuit et demi, Bernard Guetta frappe à la porte, je voulais dire, mais il ne frappe pas à la porte. Il la force, il l'ouvre, et il me déclare, ça y est, ça a commencé. Et j'avais devant moi un homme en pyjama. Mais alors, vous savez, Bronislav Geremek, en pyjama, réveillé à minuit. Il a l'air d'être en smoking. Premièrement, il a l'air d'être en smoking, et il fait la tête de la reine d'Angleterre réveillée par un importun. Et là, il me regarde avec un air absolument courroucé, qui voulait dire, mais comment osez-vous, enfin, alors que vous savez que je suis fatigué, etc. etc. We are not amused. We're not amused, exactement. Et moi, je lui dis, je n'arrivais plus à parler, enfin, les chars, les arrestations, le truc, le machin, vite habillez-vous, etc. Et je lui décris ce que je venais de voir de mes propres yeux. Et il me regarde et il me dit, mais Bernard, qui dit ça? Alors là, j'explose. Enfin, je dis, mais enfin, comment qui dit ça? Moi, je vous le dis, je viens de le voir. Ah, il me dit, ah bon, répétez. Sous-entendu, répétez calmement. Alors, je répète calmement, j'avais envie de le tuer, enfin, littéralement. Alors, je répète calmement, il réfléchit. Et il prononce cette phrase extraordinaire, fabuleuse, enfin, mythique.
réfléchit et il me dit, ils ne réussiront pas. Ne réussiront pas. Il me dit ça au moment où tous ses amis étaient montés sans ménagement dans des camions militaires, etc. Et alors là, il y a eu une telle assurance dans son propos que j'en suis resté soufflé pendant quelques minutes. Puis quand même, comme j'ai un certain sens de l'amitié et que l'amitié prévaut chez moi sur le sens de la formule historique, je dis, bon, bah écoutez, habillez-vous parce que ils vont peut-être pas réussir, mais pour l'instant, ils approchent. Et alors, bon, je l'emmène dans une autre chambre de journaliste et puis vous savez, je suis un peu romantique, moi. Je lui tendais déjà un rasoir pour qu'il s'enlève la barbe, etc. Alors il me dit qu'il n'en était pas question. Je lui dis, mais venez dans ma voiture, je vous emmène, on a encore le temps. Ils n'arrêteront peut-être pas avec les plaques de correspondants, etc. Et je vous emmène au couvent, je ne sais plus quoi, où ils vont vous planquer pendant 48 heures, le temps que, etc. Et je me voyais déjà en train de, comme on dit, là, le sortir clandestinement du pays. On m'a répondu que pas du tout, il prenait sa voiture et qu'il allait à Varsovie. J'étais absolument fou parce que je l'aime bien cet homme, quoi. Je savais qu'il allait se faire arrêter. Et bien évidemment ça n'a pas raté, il a pris sa voiture, il s'est fait arrêter sur la route. Mais ils ne réussiront Voilà, pas. il faut quand même l'historien donne sa version, la mémoire humaine est très fragile. Parce que, en fait, ma première réaction, c'était justement, je ne veux pas fuir. Et puis, je reste. Mais c'est Bernard qui a organisé ma fuite de cet hôtel de Gdansk. Il a trouvé un groupe de journalistes, un Italien, un pas Français. sa fuite. Il partait sur Varsovie, vous Mais- parlez d'une fuite. Il fallait passer par le hall de l'hôtel pour que les flics, et le hall était déjà plein de flics, ne m'aperçoivent pas. Donc ils ont fait une foulée de journalistes qui passaient tout d'un coup. Moi, parmi eux, les flics n'ont rien vu, m'ont mis dans la On voiture. est passé par les cadres Non. de l'hôtel. Si je Oui, me enfin, souviens il y avait. Je me rappelle que vous m'avez sorti de cet hôtel, mis dans la voiture qui avait une chance, semble-t-il, d'arriver jusqu'à Varsovie, mais à quelques dizaines de kilomètres, elle a été arrêtée, j'étais reconnu par les flics et mis en prison. Si je comprends bien, Bernard Guetta vous a simplement, mais c'était déjà beaucoup, permis de vous faire prendre un peu plus tard. Quelques heures plus tard, mais il m'a aussi donné son assistant, qui était aussi son interprète à Gdansk. Donc en sachant maintenant qu'il n'aura rien à écrire, donc qu'il n'aura plus besoin de son assistant. Mais là, je veux diminuer un peu son sacrifice. C'est vrai, j'ai été sauvé pour quelques heures par Bernard Guetta et un groupe de journalistes occidentaux.